Je suis une personne lambda. C'est sûrement ce que vous vous dites, vous qui nous écoutez. Vous pensez sûrement que les histoires que vous allez entendre n'arriveraient jamais à quelqu'un de lambda comme vous ? Eh bien si, nous les racontons chaque jour dans nos journaux. Et chaque dimanche dans ce podcast, Lambda, écrit et réalisé par les journalistes de Centre France. J'étais une petite fille un peu gâtée parce que j'avais un grand frère de 16 ans, mon aîné, et une sœur, ma sœur Gisèle, de 8 ans, mon aîné. J'étais la petite dernière et j'étais un petit peu gâtée dans la famille. On était une famille unie, bien. Mon père avait acheté un électrophone et on chantait les chansons de l'époque. Voilà, c'était bien, on était heureux. Mon père était catastrophé, il en parlait tout le temps, parce que lui, il avait fait la guerre 14-18 et évidemment, il savait ce que c'était et à quoi ça aboutissait une guerre. Et très rapidement, il a voulu dans notre jardin creuser une casemate, il appelait ça une casemate, un abri quoi, pour en cas où il y aurait des bombes, parce qu'on était très mal placés entre une usine et la caserne Sonis. Et mon père, il avait utilisé des vieilles traverses de chemin de fer, vu qu'il était cheminot. Et avec l'aide de mon frère, ils avaient monté dans le jardin, creusé toute une partie et mis ces traverses pour pas que la terre s'éboule et puis que ce soit costaud. Et puis je me rappelle aussi avoir reçu dans la maison des masques à gaz, mais il n'y en avait pas pour moi parce que c'était pas ma taille. Mais papa, il avait dit, on te mettra une serviette mouillée. Papa, il avait peur des gaz, il avait connu ça en 14. On est en 1940, mes parents, ils se sont un petit peu affolés. Enfin, affolés, non, je ne vais pas dire, le mot est dur. Mon père, il avait espoir dans la bataille de la Loire. Il avait dit, là, ils vont reculer jusqu'à la Loire, mais ils vont résister. Et là, il disait, on va être mal placés. Et quand il a vu que tout le monde partait, il a dit, il va falloir faire quelque chose. Maman, elle a dit, mais et tous mes lapins, les lapins, eh ben, ils ont passé à la casserole et elle a fait des rillettes, des rillettes, des rillettes, des pots de rillettes, parce que elle a dit, comme ça, on les emmènera avec nous. Après, mon père, il a acheté un diable, un gros diable avec des grosses roues, tout. Ma mère, elle a fait des malles avec des valises, avec ce qu'elle avait pensé le plus précieux. Et à l'époque, mon frère, il allait sur ses 20 ans. Il avait une fiancée et les parents de la fiancée, ils ont dit on va partir avec vous. Là, mon père, il a dit on va se diriger vers la Ferté-Saint-Aubin. Vous m'attendrez à la Ferté-Saint-Aubin parce qu'il dit moi, je ne pars pas. Je garde la maison. Finalement, les ponts avaient été bombardés. Il n'y avait plus de train, plus rien. Mais nous, on était partis. À pied. À pied. Mais moi, avec mon petit vélo. On est arrivé à la Ferté le soir. Et là, c'était un ami sûrement à mon père. Il nous a réconfortés de manger, boire, enfin bref. On a couché dans son grenier. Il y avait des odeurs. J'ai encore les odeurs de foin. Parce qu'après, on en a fait d'autres, des greniers, mais jusqu'à la Libération, on a fait plusieurs fois des greniers. Et finalement, le soir, on a eu la surprise de retrouver mon père. Parce que lui, il est venu à vélo. Donc le soir, toute contente, on a retrouvé mon père, voilà. Mais le lendemain, on est reparti.
Et là, on a été bombardés. On ne peut pas dire bombardés, on peut dire mitraillés. Ah là, c'était l'horreur, l'horreur. Les avions, ils nous piquaient dessus. Alors là, mon père, il nous faisait coucher dans les fossés. Il nous disait « Couchez-vous, couchez-vous ». Après la Ferté, là, tout le long, sur la nationale, il y avait des petits soldats qui se fuyaient. Et il y en a plusieurs qui ont été atteints. Ah, il y en avait un, il avait le ventre ouvert, hein. Et j'avais mon frère et ma future belle-sœur qui étaient complètement affolés, à courir de partout. Mon père, il l'avait attrapée comme ça pour la plaquer au sol. Puis alors à la fin, quand il n'y a plus les avions, qu'on a vu le pauvre soldat qui a appelé sa mère. C'était l'horreur. L'horreur. On a continué. On a fait 60 km quand même. On s'est fait voler la charrette avec les rillettes. Et mon petit vélo. On a rencontré des soldats dans un bois. Ils étaient en train de manger. Ils avaient une roulante. Mon père, il appelait ça une roulante. Ça fait comme un gros barbecue. Bon. Ils nous avaient donné à manger parce qu'ils avaient reconnu ma mère, hein, qui ouvrait la barrière. Et ils nous avaient donné à manger. Bon, puis on a continué. On est arrivé au terminal. Enfin, on n'a pas été plus loin que Villerviers. Et ma mère, qui était très, très croyante, elle a tout de suite été au presbytère. Et puis le curé nous a hébergés dans une espèce de grange, buanderie. Ma sœur et moi, on a eu le privilège d'avoir un petit lit un petit genre de petit lit cage. Alors, bon, on était bien, hein. Et puis monsieur le curé, il est arrivé avec des ciboires, des machins en or, enfin le trésor de l'église. Et il a dit à ma mère: écoutez, si vous pouvez nous le mettre à l'abri, parce que les Allemands arrivent et j'ai peur d'être pillée. Alors, ma mère nous avait mis ça sous notre lit, avec ma sœur. On a dormi sous le trésor de l'église. Et dans la nuit, d'un seul coup, on a été réveillés par des grosses lumières. C'était les Allemands qui arrivaient. Et maman s'est mise devant notre lit, elle a crié « Petite fille, petite fille !» Et puis, mais ils nous ont laissés tranquilles. Ils ne nous ont pas embêtés, ils sont repartis. Le lendemain, on a pu redonner le trésor à monsieur le curé. J'ai pas de souvenir du retour, sauf en arrivant à Orléans, parce que les ponts étaient détruits. Finalement, on avait pris le pont de chemin de fer. On avait pris le pont de Vierzon, là, pour rentrer à Orléans. Et là, quand on est arrivé rue Royale, là, ça fumait encore, il y avait une odeur et tout, c'était bizarre. C'était tout démoli, tout démoli. À notre maison, n'avait rien. Il y avait eu des visiteurs qui avaient dû venir entre-temps. Et ils avaient un petit peu pillé un peu la cave à mon père. Mais c'est tout. J'ai rien manqué à la maison. Il y avait les restrictions, les tickets et tout. Mes parents avaient retrouvé des lapins, des poules. Mes parents, ils faisaient les légumes. Il y avait un jardin. Bon, ben non, petite fille, je manquais de rien. Le 20 mai 1944, c'était au moment où il y a eu les bombardements de la gare des Aubrais. On avait chacune notre petit sac, et quand il y avait la sirène, hop, on prenait le sac et on s'en allait de la maison. Comme on était très mal placés, entre le chemin de fer et l'usine Vendeuvre et la caserne, on était une cible quand même un peu, alors on se sauvait. La gare de Vaux-Aubrais étant visée, les bombardiers avaient lancé des fusées éclairantes. Et là, il y a eu une vingtaine de bombes. On était couchés dans le fossé à attendre que ça passe. Et là, il y a un éclat de bombe qui m'est tombé à 40 cm
de ma tête. Mais on l'a vu qu'après, hein. On recevait les mottes de terre, on recevait tout ça. On était dans les orties, mais on sentait rien. Rien du tout. Fallait survivre, hein. C'était la peur de mourir, hein. On ferait n'importe quoi quand on veut vivre. Là, ça a été les gros bombardements et c'est là que maman elle a commencé à prendre conscience qu'on risquait notre peau. Ouais. C'est d'ailleurs après on a abandonné la maison. Peut-être même pas 1 kilomètre plus loin, elle avait trouvé une petite ferme. Ma maman avait demandé la permission de s'y installer. La ferme était vide. Et on s'y était installé pendant au moins 2, 3 mois, hein. Ouais. On a vécu là jusqu'à la libération. Elle était vétuste, hein. Très vétuste. Bon, au moment, elle avait amené 2, 3 bricoles de chez nous pour qu'on puisse y vivre. Et puis après, il y a d'autres personnes qui sont venues aussi s'y réfugier. Donc on était, je sais pas, 3, 4 familles là-dedans. Ça sentait plutôt le renfermé, la cave. Oui, c'était pas terrible. C'était pas terrible, mais enfin, on se sentait à l'abri. La veille qu'on soit libéré, il y avait eu un gros orage. Comme on n'avait pas grand-chose à manger, elle a dit « je vais aller ramasser des escargots ». Puis en même temps, voir ce qui se passait chez nous. Et en sortant de chez nous, il y avait une vingtaine de soldats allemands. Ils l'ont mise en joue. Alors, elle a levé les bras, elle a cru sa dernière heure arriver. Elle a dit, ça y est, je vais plus revoir mes enfants. Mais finalement, ils ont tous craché à ses pieds, mais ils ont passé. Elle est arrivée, elle était blanche, mais blanche. Pourtant, elle n'était pas peureuse, ma mère. Mais alors là, elle était décomposée. Je me rappelle pas des escargots, mais de toute façon, j'en mangeais pas. On entendait au loin les bombes, on entendait au loin les avions, on entendait les gros roulements de voitures, des Allemands qui fichaient le camp. Et puis après, on n'a entendu plus rien pendant un petit moment. Et après, ça a remis ça. Alors là, on a dit, il y a quelque chose. J'ai été voir avec ma sœur et les Américains arrivaient. Ah ben c'était la fin de la guerre, hein. Ah ben là, c'était la liesse, la joie, le bonheur. On se sentait, mais alors, libéré. Incroyable la joie qu'on pouvait ressentir. Ouais. On s'embrassait. Oh, c'est fou. Du moment qu'il y avait les Américains là, on était sauvés. C'était fini. La maison était intacte, hein. Il n'y avait pas eu de dégâts, il n'y avait pas eu... Enfin, à part les 3 machins sur le toit, on a mis des bassines le temps qu'on nous répare la toiture, et ça a demandé beaucoup de temps parce que avec tout était désorganisé, et nous, on ne pouvait pas prendre un couvreur. Il fallait passer par le chemin de fer, c'était la maison du chemin de fer, il fallait faire des demandes. Bon, les bassines, on les a gardées un bon moment, hein. Il y avait peut-être trois Américains qui logeaient dans la caserne parce que les Allemands étaient partis. Ils étaient venus voir ma mère, savoir si elle pouvait leur repasser leurs chemises. Ma mère, au contraire, elle a dit oui. Ils ne nous payaient pas, mais ils donnaient du café à ma mère, qui était très contente. Parce que pendant la guerre, c'était de la chicorée, des trucs un peu mélangés. Ils me donnaient du chewing-gum. Mais je n'aimais pas trop ça, tout compte fait. Le chewing-gum. On était heureux d'être libres, de savoir que c'était fini. Mais tant que mon père n'était pas là, bah, c'était quand même pas la joie. C'est la joie du moment. Mais après, ça retombe, parce qu'il y a un vide, il y a un manque. Mon père a été arrêté en février 1944. Je revenais du catéchisme et c'était un jeudi. J'ai vu arriver une grosse traction, là, une grosse voiture noire, et puis descendre deux bonhommes
avec leur chapeau, leur impair, comme on voit à la télé, comme j'ai vu après à la télé. Et là, Monsieur Louis Sanson, bon, ben, vous êtes en état d'arrestation. Ah, c'était presque midi. Ma mère, a dit, écoutez, mon mari, il n'a pas mangé depuis ce matin, il a travaillé toute la matinée, laissez-lui manger quelque chose. Mon père, il s'est assis, ma mère l'a servi, mais il mangeait du bout des lèvres en me regardant d'un regard que je n'ai jamais plus oublié. Je ne savais pas pourquoi ce monsieur était venu l'arrêter, je ne savais pas. Je croyais qu'il avait fait quelque chose de mal. Si bien que moi, je ne l'ai pas dit à personne à l'école, j'avais honte. Je disais, mon père, il a fait quelque chose de mal. Ma mère ne savait pas que mon père faisait de la résistance. Et il avait dit à personne. J'ai été trop traumatisée à ce moment-là. D'ailleurs, à l'école, j'ai plus rien fait. J'étais en CE1 ou CE2. J'ai redoublé mon CE2 ou mon CE1. C'était lui qui s'occupait de beaucoup de choses, dont mes devoirs. J'étais libre quand j'avais plus personne pour m'aider ou pour me contraindre. Puis ma mère, elle faisait pas voir son chagrin, mais je voyais bien que ça n'allait pas, quoi. C'était dur, très dur. Ma mère avait été le voir plusieurs fois à la prison. Alors le mot prison, ça c'était dur à entendre. Mais on me disait, bah, papa il va bien, bon ça va, il t'embrasse, il te dit bonjour, bon. Mais c'était pas suffisant. Pour moi, non. Après il est parti à Compiègne et quelques temps après il est parti en Allemagne. Alors là sur la route du départ d'Allemagne, il avait glissé une lettre, une enveloppe qui avait été trouvée par un employé de chemin de fer qui nous l'a renvoyée. On l'a reçu, on savait qu'il partait pour l'Allemagne. Quand il était en Allemagne, là, on a reçu une fois un truc de la Croix-Rouge. Mai 44, là, on a reçu une lettre comme quoi il était libéré. Alors là, on était heureux parce qu'il nous mettait qu'il allait revoir la France, que son moral l'avait sauvé, mais qu'il faisait 30 kilos. Il avait eu un phlegmon, qu'il l'avait abîmé sa main. Il avait du mal à écrire, mais il nous a rajouté, mais 2-3 jours après, un petit mot en plus, la dysenterie le reprend. Mais après, plus rien. On a eu pendant 1 an rien. Alors on faisait des recherches auprès des déportés qui étaient revenus, qui avaient été à Mauthausen, parce que son camp c'était Mauthausen, et qui nous répondaient qu'il l'avait connu. Il y en avait certains qui nous disaient qu'il avait été avec lui à l'infirmerie. Enfin bon, il nous répondait, mais qui s'étonnait qu'il ne soit pas rentré. Et puis un beau jour, maman l'a reçu, mais longtemps après, peut-être une bonne année après, comme quoi il était décédé. Quand on est gamine, on est un peu insouciant quand même, hein, à 12 ans. Il y avait l'école quand même, tout ça, bon. J'essayais de pas trop penser à tout ça. Ben là, oui, ça a été un choc. Hein. Maman m'avait préparé à ça. Je me disais, si mon père y revient, eh ben, je ferai ça. Des choses, quand on est petite fille, difficiles à tenir. Mais je me mettais la barre haute. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Ah, j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur une bonne maîtresse d'école. Vraiment, c'était la directrice, là, qui était super. Mademoiselle Tiercelin, très, très bonne maîtresse, très sévère. Mais alors, elle m'a bien pris en main. Et elle a su me redonner un coup de jus. Et là, j'ai pu rattraper un peu tout ce que j'avais
perdu. Oui. Là, heureusement qu'elle était là. Il y avait tellement de déportés morts de la dysenterie en même temps que mon père. Les Américains enterraient les pauvres hommes sur le terrain de sport des SS. Ils sont restés là pendant 11 ans. Puis un beau jour, le gouvernement français, ils ont décidé de rapatrier tous les corps. Mais on ne le savait pas, même pas, ils ne nous ont pas dit rien. C'est à Strasbourg, là, qu'il y a eu un tri et tout, et qui nous ont appelés en nous disant si on voulait le récupérer. Sinon, on pouvait le laisser là-bas. On n'a pas pu prendre un caveau, nous, personnel. Fallait qu'il soit dans le carré militaire de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Il avait une très belle cérémonie, mon père. J'ai peur, c'est pour mes enfants et mes petits-enfants, quoi. Surtout mes petits-enfants. Je ne voudrais pas qu'il y ait la guerre pour eux, hein. Les avions, quand il y en a qui passent là et qui me rasent, puis il y en a quelques-uns des fois qui font un peu bas. Ça fait un bruit, oh, j'ai une trouille là. Ça me sert un peu là. Ouais. C'est sûrement un reste de 44. Vous venez d'écouter Lambda, un podcast produit par Centre France. Si vous avez aimé, laissez-nous des étoiles sur les plateformes de streaming, parlez de nous et n'hésitez pas à nous raconter votre histoire lambda en commentaire ou à l'adresse podcast au pluriel @centrefrance.com. À bientôt!